Bonjour à toutes et tous. Nous allons traditionnellement attendre quelques secondes, voire une minute, que tout le monde puisse se connecter. On va vous laisser encore quelques secondes pour vous connecter. Vous êtes déjà quelques-uns. Puis, évidemment, il y aura un replay. Allez, on va faire comme en formation. On va respecter les présents à l'heure. Et puis les autres vont nous retrouver. Donc, je souhaite la bienvenue dans ce webinaire qui est intitulé « Former les nouveaux managers avec la méthode des situations de problème et l'intelligence artificielle ». Nous sommes ravis de vous retrouver pour explorer ensemble une approche méthodologique qui conjugue à la fois une pertinence pédagogique et une innovation technologique. Je suis Thierry Alès, directeur de l'activité formation management chez Oasis Mobilisation. Alors, le point de départ de ce webinaire tient en une question. Comment préparer les nouveaux managers à décider, agir, fédérer dans un monde instable et complexe? On sait tout ça. Vous allez donc ce matin découvrir comment une méthode active, la méthode des situations de problème, couplée à l'intelligence artificielle, va permettre de transformer la formation managériale. Alors, vous avez, c'est traditionnel, il y a un chat à côté qui vous permet de vous poser vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser au fil de l'eau. Si j'en attrape quelques-unes, j'y répondrai en direct. Et puis, on gardera un temps pour répondre à des questions sur lesquelles il faudrait peut-être plus de temps en fin de présentation. Voilà, une petite demi-heure, puis après 10-15 minutes, enfin le temps qu'il faudra pour vos questions. On est à votre disposition sur cette fin de matinée. Alors, qu'est-ce qu'on a prévu au programme? Donc voilà les 5 points plus les questions-réponses. Le premier point, c'est de s'arrêter un peu sur ce monde professionnel qui est en évolution constante et puis assez spectaculaire ces derniers temps. C'est ça qui a permis, en tout cas, qui nous a fait réfléchir au fait de retrouver un peu cette méthode des situations problèmes que je vais vous présenter dans un deuxième temps. On verra notamment les compétences que l'on va développer grâce à cette méthodologie. Et puis, on basculera avec l'intelligence artificielle. C'est évidemment indispensable, mais on verra quels sont les apports de cette intelligence artificielle. Alors, je vais préparer un petit exemple. Alors, j'ai triché parce que je suis assez coutumier de la loi de Murphy. Donc, je n'ai pas tenté en direct de faire les prompts pour l'intelligence artificielle. Donc, je voulais préparer ce matin et je vous présenterai cet exemple simple et concret avant vos questions-réponses pour avancer. Alors, peut-être quelques mots sur qui nous sommes, Oasis Mobilisation. Alors, partons d'Oasis et compagnie. Oasis et compagnie, c'est le pôle conseil RH du groupe Diosassi. C'est un groupe qui est composé d'experts, de consultants, de coachs, et on accompagne les entreprises dans leur transformation, on accompagne les dirigeants, les managers, les collaborateurs dans leur évolution professionnelle. On a un positionnement plutôt novateur, cette transition apprenante, et une signature qui nous est chère, qui est Terres Humaines. Et donc, Oasis Mobilisation est une des entités du groupe Oasis et compagnie, et on propose spécifiquement 2 offres. La première, People and Change, dont les expertises sont le conseil RH, l'accompagnement des transformations des organisations, et puis Learn and Development, qui propose une offre plus de formation en management et leadership. Nous accompagnons depuis 2011 les transformations des organisations, le développement des compétences managériales, et nous intervenons auprès des dirigeants, des managers de managers, des managers de proximité, avec une approche qui est centrée donc sur la mobilisation, la cohésion et la performance collective. Je cite très simplement une expertise qui se traduit par notre certification de la management de la performance collective,
qui est donc une certification qui est enregistrée au répertoire spécifique et qui est fondée sur les fondamentaux du management et les formations opérationnelles destinées aux managers. Et puis, je vais juste dire que nous sommes guidés par 3 leviers d'action. Ces 3 leviers d'action font vraiment écho à la méthode des situations de problème. C'est la co-construction, la responsabilisation et le pragmatisme. Ça nous guide à chaque fois qu'on est en intervention, que ce soit pour l'une ou l'autre de nos actions. Et on sait par expérience que d'avoir raison tout seul, ça ne permettra jamais de gagner ensemble. Et donc, pour mobiliser, il faut l'adhésion, pas l'obéissance. Et donc, on essaie de créer des conditions pour faire émerger l'engagement des acteurs dans un cadre qui se veut plutôt harmonieux et bienveillant. Alors, parlons de ce monde professionnel qui évolue de manière spectaculaire. On sait qu'on est depuis bien longtemps installé définitivement dans le provisoire et l'incertain. Des environnements qui sont plus incertains, l'accélération numérique, une montée en exigence sociale, notamment en matière de bien-être, d'inclusion, de leadership responsable. Donc ça, c'est le monde d'aujourd'hui, hein, sous les VUCA, etc., hein, qui décrivent cette volatilité qui nous entoure. On sait aussi qu'on a un monde du travail qui a besoin d'apprentissage permanent, de développement un peu de leadership horizontal et d'agilité comportementale. On note également le retour en force de la formation expérientielle, notamment du learning in the flow of work, qui est très très fort. Et puis on met en avant aussi les attentes des nouvelles générations, des générations en fait, là-dessus, mais on sait qu'il faut plus de sens, plus de co-construction, des feedbacks continus, et puis le développement de la responsabilisation. Et donc vous allez voir que justement, ces éléments-là vont permettre en tout cas, on va retrouver ces éléments-là dans la méthode des situations de problème. Et puis, en parallèle de ça, on sait que la formation, elle s'est réinventée autour de plusieurs tendances fortes. Le slide qui vous est présenté à l'écran vous présente un extrait de l'Observatoire du management d'Oasis Mobilisation. L'Observatoire du management, c'est une enquête biennale qu'on fait auprès de 1500 managers et collaborateurs en partenariat avec Kantar et qui nous fournit des éléments clés pour pouvoir suivre, anticiper les évolutions du management et les évolutions des organisations. Et comme on peut le voir à l'écran, les compétences les plus importantes pour être un bon manager, c'est la question qui était posée, ce sont des compétences relationnelles et émotionnelles. Donc, cette enquête, elle est disponible sur notre site, mais elle a aussi, quand on l'a mis en place en juillet dernier, renforcé notre conviction à utiliser la méthode des situations problèmes pour former les managers. Et puis, comme on a l'habitude de le dire aussi, en cas d'incertitude, back to basic. Et vous verrez que cette méthode, elle est relativement ancienne finalement, et que l'IA nous a aidé à la renforcer et à la compléter. Alors, en complétant notre observatoire, il y a d'autres études qui ont été menées, notamment, je me suis inspiré de ce qui a été produit sur le Forum économique mondial, puis HEC Montréal, pourquoi je parle du Canada. On voit qu'il y a une évolution des compétences managériales. Voilà, évidemment, tout ça est très succinct, mais entre 2010 et 2025, on a parlé de compétences nécessaires pour la gestion de projet, du reporting, du management hiérarchique. 2015, leadership, transversalité, conduite du changement. Plus récemment, l'intelligence émotionnelle, le travail à distance et l'agilité ont été mis en avant. Et puis, sur 2025, on peut dire que les tendances sont plutôt sur capacité à décider en mode d'incertitude, développer une posture de facilitateur, la responsabilisation, et puis évidemment l'éthique et l'IA qui sont vraiment entendus. Et donc, ces évolutions des compétences managériales, on les a croisées avec les tendances actuelles des formations, notamment en management. Donc, les tendances, on peut citer 5 ici, learning by doing, c'est-à-dire beaucoup plus de pédagogie expérientielle, de mise en situation, de simulation. L'apprentissage en continu, c'est une tendance qui est très forte, à travers du micro-learning, du blended, et puis l'accès en permanence aux différents contenus. Évidemment, et on va retrouver le cœur de notre sujet, les pédagogies actives. On peut citer le co-développement qui est bien connu maintenant, des jeux de rôle, mais donc aussi la PBL, un Problem Based Learning, qui est la version originelle de cette méthode dite des situations problèmes. Et l'individualisation également des accompagnements, avec l'IA, avec du coaching individuel. Et puis, le fait que ces formations, elles se doivent être collaboratives, de l'apprentissage en binôme ou à minima en communauté apprenante.
ce qui est là aussi le cœur du sujet de la méthode présente. Alors, qu'est-ce que c'est que cette méthode des situations problèmes? Si on va rentrer un peu dans le vif du sujet, si je puis dire, mais vous comprenez bien que ce qui est important, c'est de voir qu'elle est adaptée à notre contexte, à nos besoins. La méthode des situations problèmes, donc, comme je disais, problem-based learning, c'est une approche pédagogique qui est centrée sur l'apprenant, qui s'appuie sur l'étude de situations plus ou moins réelles, mais en tout cas suffisamment complexes pour pouvoir développer des compétences de résolution de problèmes. On va travailler en collaboration, on va travailler, on va mettre en place des recherches autonomes, et puis ça va permettre de travailler également la prise de décision. Mais je vous en dis plus dans quelques instants sur le contenu de tout ça. Donc cette méthode est apparue au Canada déjà dans les années fin 70, début 80. Je cite volontiers l'université de McMaster comme étant l'origine, mais elle a surtout été développée dans les écoles de médecine. Aujourd'hui, c'est encore en vigueur, c'est cette méthode-là qui est utilisée pour former en continu les médecins, qui d'ailleurs au Canada renouvellent toutes leurs compétences tous les 7 ans. En France, on renouvelle aussi ses compétences quand on est médecin, mais on a moins d'obligations au Canada. Et donc, cette méthode a été reprise dans les domaines de l'ingénierie, du droit, des sciences humaines et puis donc du management. Et notamment l'université de Sherbrooke, je les cite parce que moi, l'origine de ma formation vient de Sherbrooke, effectivement, il y a quelques années. Et donc, c'était des pionniers. Et puis, je cite aussi en clin d'œil l'université européenne, Maastricht, en l'occurrence, aux Pays-Bas, qui a développé l'apprentissage par problème jusqu'à en mettre en place dans son architecture. L'université de Maastricht, elle a été conçue sur d'anciennes casernes et ils ont conçu l'université en alternant des situations, des petites salles pour les travaux de groupe. Et puis, la bibliothèque qui est au centre, elle est reliée à toutes ces salles. Donc, ça fonctionne très, très bien avec cette méthode-là. Et puis, pour terminer sur la présentation de cette méthode, je voudrais citer Alan Barrow, qui était l'un des fondateurs et qui a mis en place les 3 objectifs fondateurs. Donc, acquérir un corpus de connaissances fondamentales, disponibles et utilisables, ce serait le premier. Développer des capacités à s'auto-former pour mettre à jour ses connaissances en permanence et utiliser efficacement ces connaissances pour analyser et résoudre les problématiques. Alors, le point de départ, c'est le problème, justement. C'est ça qui est important. Le problème, c'est le point de départ de l'apprentissage. Ce n'est pas une illustration du contenu. On verra que dans les autres méthodes, on peut utiliser une problématique, une situation de cas pour illustrer ce qu'on a appris. Là, on va partir du problème. Et puis, c'est un problème dans lequel il n'y a pas de solution unique, mais il y a des pistes à explorer, collectivement en l'occurrence. Et donc, l'apprenant va construire ses savoirs par l'investigation, par l'échange, par l'argumentation qu'il va avoir avec ses pairs, et il va devenir véritablement acteur, même auteur de sa formation. Et c'est ça qui va différencier la PBL des autres méthodes. Là, vous avez ici une illustration de quelques différences. Alors, évidemment, ça peut paraître caricatural, mais on sait que le rôle de l'apprenant en cours magistral, il est plutôt passif. En tout cas, il est là pour récupérer de l'information, de la connaissance. Dans les études de cas, il prend une posture plutôt d'analyste, d'observateur parfois. Et en situation de problème, ce sera l'acteur principal. C'est lui qui va faire ses recherches et c'est lui qui va décider de ce qu'on va mettre en place. Le rôle du formateur, je dirais, c'est anecdotique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on part du problème ouvert et on n'est pas ni dans la théorie ni dans le cas résolu. Les objectifs sont un peu différents. C'est-à-dire que dans un cours magistral, on est là pour comprendre comment ça fonctionne. Dans une étude de cas, on est là pour éventuellement analyser, mettre en place, appliquer une méthode qu'on aurait pu apprendre. Dans la méthode des situations problèmes, on va explorer, on va raisonner, on va construire ces savoirs. Donc, la posture cognitive est différente. On appelle à la mémoire, à la compréhension dans le cours magistral, plus sur l'analyse, l'interprétation dans l'étude de cas. Et donc, je venais de le dire, de l'exploration, de la résolution de problèmes en posture plus cognitive, ce qui a, vous vous en doutez, un impact sur la motivation, évidemment, des apprenants, donc des managers qui sont avec nous en formation. L'utilisation en formation managériale, c'est important parce que ça permet d'apprendre à penser dans l'action, à agir dans l'incertitude, et donc on va le voir à mobiliser son équipe. Alors, de manière très succincte, je vous donne les quelques éléments. Donc, une démarche en 3 temps qui va alterner travaux de groupe,
auto-formation. Et puis, on a 7 étapes qui sont importantes de suivre, mais qui sont adaptables, notamment lorsque l'on est dans des formations plus traditionnelles, managériales, avec parfois des temps un peu plus limités que l'on peut avoir, évidemment, quand on est en université. Donc, la PBL suit un enchaînement assez précis. Donc, une situation de problème qui sera présentée, les apprenants vont formuler leur hypothèse, on va rechercher des solutions, on va les tester, ils vont en débattre, ils vont construire une synthèse et on va du coup favoriser l'apprentissage en profondeur. Si je suis un peu concret je développe ces éléments-là, donc après avoir clarifié des mots qui peuvent être obscurs ou des termes méconnus, les apprentis vont formuler un certain nombre de questions qui les interpellent. Alors, il y a un point essentiel ici sur la question. On conseille aux managers de formuler une problématique avec une phase un peu synthétique, une question principale et puis 3-4 questions secondaires qui peuvent arriver. C'est bien des questions qui interpellent. Hein, vous le verrez dans l'exemple, il n'y a rien de formulé dans la situation. C'est vous vivez une situation, qu'est-ce que ça vous dit, comment ça vous fait réagir et quelles questions ça vous pose. Une fois que les questions sont posées, on procède, alors soit un classique brainstorming, soit d'autres méthodes pédagogiques, là aussi pour rendre les choses dynamisantes. Et ce brainstorming vise à rassembler les connaissances initiales de chacun et commencer à échanger et à formuler des réponses provisoires en fonction de la base de connaissances qui existe. Alors ça, c'est important parce que quand on est en formation, on a toujours l'impression que le formateur va apporter des choses et quand on est participant à cette formation, il y a plein de choses qu'on pense savoir déjà, et il y a plein de choses que l'on sait déjà. Et donc, cette partie-là, elle est importante là aussi pour consolider un petit peu l'état des lieux des connaissances de chacun dans le groupe. Les bosses de solutions émergent et donc on peut fixer des objectifs de recherche. Il y a des besoins de connaissances qui sont mis aussi en place à ce moment-là. Et donc, on analyse, c'est là où le manager est auteur aussi de sa formation, on analyse les points où il nécessite d'avancer. Voilà. Alors, c'est là où on voit que la méthode, elle repose sur l'effet Zeigarnik, que vous connaissez peut-être. Je vais faire mon malin une seconde avec cet effet Zeigarnik. Voilà, vous savez que toute tâche interrompue avant son achèvement laisse le sujet, en l'occurrence chez nous, l'apprenant, dans un état d'insatisfaction. Et donc, cette frustration passagère, c'est un fort facteur de motivation et aussi une meilleure mémorisation. Donc, on se pose des questions et on n'a pas les réponses tout de suite. Et donc, ça, c'est cet effet-là qui va aider à l'implication encore plus forte des stagiaires. Donc, on peut y répondre soit dans la foulée, soit pourquoi pas en décalé, et notamment en leur permettant d'aller chercher eux-mêmes un certain nombre de réponses à leurs questions. Donc, on est clairement sur une méthode inductive poussée. Il ne s'agit pas simplement de comprendre des questions, mais de les poser. Évidemment, on complète tout ça avec des fiches de situation, des simulations, des débriefings. On peut travailler avec des plateformes collaboratives comme Klaxoon, Miro, par exemple. On préconise de travailler en présentiel, mais évidemment, on peut tout à fait travailler en distanciel. Si jamais vous mettez en place des formations de ce type-là, en tout cas des séquences de formation de ce type-là en distanciel, veillez quand même à ce que les équipes soient un peu familiarisées avec la méthode, parce que l'aspect déstabilisation du démarrage, il est plus facile à gérer quand on est en présentiel. C'est-à-dire que quand on est face à une situation qui peut être une vidéo, qui peut être un script, comme je vous montrerai tout à l'heure, oui, ça nous interpelle, mais surtout, ça interloque les managers qui ont l'habitude d'être en formation avec un formateur qui va leur dire ce qu'ils doivent faire, et là, qui leur dit juste, organisez-vous, choisissez un animateur, un script, un gardien du temps, et vous avez 30 minutes pour échanger sur ce sujet. On guide un petit peu plus que ça, on leur demande de formuler des questions, mais cette partie comme ça, interpellante, elle est importante et elle correspond également aussi à ce qu'on vit au quotidien. Alors, j'ai réuni quelques compétences qu'on va développer, mais vous l'avez déjà bien compris. Donc, l'analyse de situations complexes, bien sûr, des décisions qui vont être mises en place de manière collective, de l'agilité mentale, la gestion des divergences, qui est importante, voire même de la prévention des conflits qui peuvent arriver dans le groupe. Voilà ce qu'on pourrait appeler du leadership adaptatif qui se met en place. Et puis, il y a d'autres bénéfices, une intégration plus forte théorie-pratique, la responsabilisation des apprenants, ça c'est très important, une motivation accrue,
on l'a cité également. Et puis, cette capacité à gérer des situations multidimensionnelles. C'est aussi un point qui est important. Lorsque l'on met en œuvre une situation problème, on a une vision globale et donc beaucoup plus réaliste des situations. Ce n'est pas le cas tout à fait quand on est dans des études de cas, ce n'est pas le cas quand on est dans des théories. C'est très bien, hein, et on fait aussi tout à fait ça d'expliquer ce que c'est qu'un objectif SMART. Et on sait que dans la réalité, quand on doit fixer un objectif, il y a plein de contraintes qui vont arriver. Il y a notamment le comportement, la réaction de la personne qui est en face. Et travailler à travers la situation de problème, ça va sortir aussi ces éléments-là, ça va poser sur la table ces éléments-là, et ça va permettre d'aller plus loin, d'être plus réaliste que simplement des aspects théoriques ou des études de cas. Alors, passons maintenant aux apports que vont générer cette intelligence artificielle. L'IA, ça va être notre assistant de conception, notamment. Pas que, mais de conception. L'IA, ça permet de générer des scénarios immersifs variés, de personnaliser les feedbacks, de stimuler des dialogues réalistes. Hein, on peut même aller jusqu'à mettre en place des avatars. Et ça va donc permettre aussi de renforcer l'ancrage et pourquoi pas les rappels mémoriels qu'on a derrière. Donc, quand je dis IA, c'est important qu'on se mette en phase sur l'utilisation de métaprompts. D'accord ? La conception des situations problèmes, elle est particulièrement puissante. Je dirais même que c'est quasi indispensable lorsqu'on mobilise de l'intelligence artificielle pour la générer, d'utiliser le métaprompt pour justement enrichir les scénarios pédagogiques. Alors, pourquoi utiliser le métaprompt ? Alors, peut-être juste avant le métaprompt, pour qu'on soit OK là-dessus. Hein. Le métaprompt, c'est une instruction explicite, structurée, contextualisée, que vous allez donner à une IA, donc ChatGPT par exemple, hein, pour produire un contenu vraiment spécifique. Et donc, dans notre cas, il s'agit d'amener l'IA à générer une situation problème réaliste, pertinente et donc exploitable pédagogiquement. Et donc, c'est important de se mettre en place avec des métaprompts. Okay. Alors, le métaprompt qui va d'abord assurer la contextualisation du problème. D'accord ? Une situation problème, c'est ancré dans un univers réaliste, crédible pour l'apprenant, ça va parler de son métier, l'entreprise doit être plus ou moins mise en avant, je vous le dirai tout à l'heure, hein, c'est jamais cité, on ne cite jamais une entreprise. C'est pour ça que quand j'ai mis des guillemets à mon terme situation réelle, mais ça ressemble tellement à ça. Voilà, les rôles sont mis en place. Et donc, c'est le métaprompt qui va permettre de définir ce contexte organisationnel, hein, taille de l'entreprise, quel secteur, etc. De spécifier les acteurs et leur rôle, la posture de chacun des acteurs de la situation, les objectifs que peuvent avoir chacun des acteurs de la situation. Et puis, ça, c'est très important aussi, ça va permettre d'introduire des éléments d'ambiguïté ou d'incertitude. Hein, vous voyez bien la différence entre la situation problème et le traitement des cas. Okay. Donc, le deuxième point, c'est que ça va nous permettre de produire des scénarios donc ouverts et non déterministes. Okay, que ça puisse continuer à échanger, à avancer. On sait que l'IA peut facilement, et elle a d'ailleurs tendance, l'IA, quand on la sollicite, à produire des histoires ou des cas fermés, type équipe de cas. C'est métaprompt, hein, on verra justement quelle méthode on peut utiliser pour écrire des métaprompts, qui va pousser à produire des situations plutôt ouvertes, sans solution évidente, et avec plusieurs aspects et leviers possibles. C'est vraiment l'essence de la PBL. Le troisième point, c'est que ça va permettre de générer des variantes adaptables au niveau de chacun des publics. Alors ça, c'est très intéressant pour les concepteurs. C'est ça qui va permettre d'adapter, hein, de différencier les niveaux de compétences, de différencier les contextes culturels, organisationnels, de donner plusieurs angles pédagogiques, par exemple, qu'on va mettre en place. J'ai une question de Catherine, hein, en plein de… Et donc, je la lis pour tout le monde. Pourquoi ne pas partir de situations réelles vécues par les participants plutôt que de la générer par l'IA? Alors, en fait, Catherine, on fait un mixte de tout ça. Le fait d'avoir des situations trop réelles, alors de se rapprocher peut-être de ce qu'on vit dans des ateliers de co-développement, on va plus à la résolution de la problématique et peut-être un peu moins au développement des compétences. La situation problème, elle oblige les participants à se poser des questions sur lesquelles ils n'ont pas toutes les réponses. Donc, c'est pour ça qu'il y a des prérequis lorsqu'on rentre en formation. On sait si les managers sont déjà expérimentés ou si c'est des primo-managers. Et c'est ça qui va nous permettre de concevoir les choses.
Et donc, on n'est plus dans la résolution d'une problématique, on est dans le développement des compétences. Voilà. Donc, voilà, l'un ou l'autre. Néanmoins, elle est fortement inspirée. D'accord ? Je vous donnerai un exemple tout à l'heure de MetaPrompt que j'ai lancé. J'ai changé la région, j'ai changé l'entreprise, j'ai parlé d'une entreprise de logistique alors que ça se passe dans l'entreprise de transport. Mais néanmoins, j'ai pu rajouter à la main, si je puis dire, des expressions qui faisaient partie d'éléments qu'on avait récupérés dans les discours qu'on avait avec les managers avant tout ça. Donc, voilà, c'est pas l'entreprise, mais ça ressemble tellement à une situation vécue que ça aide à impliquer les gens. Et donc, le fait de générer comme ça des situations qui sont modulables, si on peut dire, ça peut permettre concrètement de former plusieurs niveaux hiérarchiques du même entreprise avec des mêmes objectifs communs et puis qui correspondent aux préoccupations peut-être des différents stades de l'entreprise. Et puis, je réponds une dernière fois, enfin, un dernier élément à Catherine, c'est que là, on parle vraiment de demande d'objectifs. Voilà les objectifs qui sont attendus, par exemple par les responsables de formation. Et c'est à partir de ces objectifs-là qu'on va bâtir cette méthode. Et donc, on va piocher évidemment des éléments dans l'entreprise, mais pas être aussi direct. Et puis, le dernier point, ça va être la structuration des situations avec les différentes étapes pédagogiques. D'accord ? Un bon MetaPrompt, ça va permettre d'avoir une situation structurée pédagogiquement. Alors, quand je dis structurée pédagogiquement, c'est des déclencheurs, quel est l'élément perturbateur qui va arriver, l'effet saillant, les questions, les tensions, les éléments justement implicites que vont devoir analyser les participants. On a plus de maîtrise de cette situation. Donc, si on doit résumer, gain de temps et clarté pour les concepteurs, notamment par la structuration explicite, meilleure immersion par rapport au réalisme de la situation. Un autre bénéfice, donc le développement des compétences critiques, ça, c'est l'apport du MetaPrompt sur ce sujet, c'est l'ouverture notamment et la complexité qu'on peut mettre en place. Ça va individualiser et différencier. Et là, c'est la variabilité qu'on va pouvoir récupérer chez MetaPrompt qui va pouvoir mettre ça en place. Et puis, grâce au MetaPrompt, on va aussi pouvoir peut-être dynamiser des situations. On va pouvoir formuler des prompts qui vont donner des éléments encore plus d'interaction peut-être que simplement une situation classique. Donc, il nous faut une cible précise. Un bon MetaPrompt, c'est une cible précise avec un rôle, un contexte et des objectifs. Une ambiguïté, je viens de dire, volontaire, pour éviter des solutions trop évidentes. Un cadrage cognitif, c'est important de préciser l'objectif que l'on veut travailler. Et puis, de demander des interactions, des dialogues, des réactions entre les différentes personnes. Je voudrais proposer une petite méthode en disant qu'il faut donner un bel aspect à votre MetaPrompt. Voilà, il y a plein d'autres méthodes pour créer des MetaPrompts, mais celui-là est plutôt bien adapté à la création d'une situation problème. Donc, action, soyez le plus spécifique possible. Avancez pas à pas, structurez votre demande. Un autre aspect du MetaPrompt, c'est que vous allez pouvoir le garder pour l'utiliser, le générer un peu par la suite, le transformer. Persona pour définir les différents acteurs de la situation. Et donc, quand on définit les différents acteurs, on définit aussi leur profil, leur caractère, la forme qu'ils vont utiliser. Important de donner des exemples. Là aussi, donner des exemples. Donner des exemples, ça va vous permettre vous va devoir rendre encore un peu plus réelle la situation et ça va permettre, encore une fois, d'interpeller un peu plus les choses. Donc, cette phase-là, elle est importante. Comme le contexte, évidemment, le contexte va donner va donner des circonstances spécifiques. Et puis, bien sûr, préciser le modèle de sortie que vous souhaitez. Donc, voilà, j'ai envie de dire de manière courante, on propose que ça sorte en forme de script, mais vous savez aussi qu'on va pouvoir, pourquoi pas, utiliser de la vidéo, par exemple. Il faudra probablement multiplier les indications pour vous assurer d'avoir une meilleure adaptation. Et puis, bien sûr, il y aura quelques itérations qui vont être importantes. Et au-delà des itérations, comme je disais tout à l'heure, mettez-y votre patte, à la fois pour être encore très proche de ce qui est demandé par le besoin, par les participants, par la situation, mais aussi, pourquoi pas, pour y mettre votre style, ce qui reste important. Gaël nous demande si les managers pourraient par la suite utiliser l'IA pour gérer des situations auxquelles ils font face dans leur quotidien. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, alors,
on verra le rôle de l'animateur, le rôle du facilitateur, hein, c'est comme ça qu'on peut le qualifier. Il est important pour à la fois orienter le groupe, veiller à ce qu'il y ait un bon échange, ça c'est assez classique, mais pourquoi pas aussi recadrer parfois si on sort de l'objectif. Hein. Moi, il m'est souvent arrivé qu'il y ait des objectifs complémentaires qui se mettent en place par rapport à ceux que j'avais prévus. Très bien, parce qu'il y a un besoin qui est identifié. Normalement, si c'est bien écrit, on ne sort pas trop des objectifs de base. Mais c'est important qu'il y ait ce rôle-là. Par contre, on peut tout à fait proposer ensuite aux managers d'utiliser cette méthodologie-là pour aussi former leurs propres équipes. C'est-à-dire que nous, on le conçoit dans l'intégration de nos parcours de formation. Je pourrais y revenir si vous voulez, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut utiliser directement, pourquoi pas, par les managers. Alors, je vous donne un exemple. Alors, je vous donne l'exemple et puis il y a peut-être des questions qui vont arriver par la suite. Ça, c'est un exemple concret de métaprompt structuré. Peut-être pas le dire dans le détail, mais c'est important d'aller dans ce degré de détail-là si vous voulez quelque chose qui soit précis derrière. Donc, vous expliquez à ChatGPT, hein, que c'est un concepteur pédagogique, qui va créer une situation de problème, pu tester plusieurs fois le fait qu'il connaissait la situation de problème. Et la problématique destinée, dans mon exemple, à sensibiliser des managers de proximité à la prévention du harcèlement moral au travail. Quelque chose de plutôt simple. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, hein, je propose que ce soit dans une entreprise de logistique située dans le Nord. Mon vrai client fait du transport et dans le Sud, mais vous allez voir qu'il y aura des similitudes. Et puis, on donne des objectifs pédagogiques, hein, permettent aux participants d'identifier une situation potentiellement problématique dans leur posture ou leurs propos managériaux. J'ai précisé que la scène, en tout cas, devait avoir des dialogues entre un manager et un collaborateur. Et puis, dans une deuxième partie, le manager qui va relater la scène à un de ses collègues à la machine à café pour avoir un retour sur son comportement. J'ai demandé un ton professionnel, j'ai demandé un texte narratif de 15 lignes. Alors, 15 lignes, c'est très court, mais voilà, ça me suffisait pour l'exemple d'aujourd'hui. Je lui ai demandé de mettre un titre, de ne pas conclure et que ça doit servir à faire un débriefing pédagogique. Et j'avais en tête, juste avant de vous la projeter, au moins 4 objectifs induits qui étaient quelle est la limite entre le recadrage et le harcèlement moral, quelle posture managériale on a intérêt à adopter dans une situation de tension, comment on va détecter les signaux faibles chez un collaborateur, et puis quel rôle peut jouer l'entourage professionnel pour prévenir un peu des dérives. Et donc, voici la proposition de situation qu'a fait ChatGPT. En l'occurrence, c'est ChatGPT que j'ai utilisé. Hein. Voilà, donc, alors ce que je fais parfois, si on était en interaction, là, je vous aurais bien fait ça, c'est que je donne des rôles à chacun des managers présents dans la salle, et donc ils peuvent la jouer de manière encore plus réaliste. Donc ici, voilà, ça se situe dans les Hauts-de-France, à Douai, pourquoi pas. Et donc, l'entreprise est soumise à une pression accrue depuis le changement de logiciel de planification, délai tendu, erreurs fréquentes. Et la première scène se joue entre Julien et Clara. Et donc, Julien, qui est le manager de Clara, qui lui dit qu'il y a encore une erreur dans tes bordereaux d'hier. Franchement, à ce rythme-là, on va devoir te mettre une double validation. J'ai déjà signalé ça la semaine dernière. Ça commence à faire beaucoup. Tu sais, on a besoin de gens fiables ici. Et Julien repart. Rien que ça interpelle. C'est du harcèlement, c'est pas du harcèlement, mais rien n'est proposé. En l'occurrence, la double validation, c'est une vraie méthode qui est utilisée par l'entreprise ciblée dans l'expérience. Donc, ça doit résonner avec eux. Et donc, Clara, elle baisse les yeux, elle regarde ses collègues discrètement. Et Julien se retrouve ensuite avec Sandrine à la machine à café. Sandrine qui est le pendant de Julien sur les quais. Et en souriant, en rigolant, il dit « Je crois que j'ai encore dû secouer Clara ce matin, elle refait les mêmes erreurs. Je lui dis qu'on est à fliquer un peu, ça la remettra sûrement sur les bons rails. » Et Sandrine a la bonne idée de lui dire « Tu sais, j'ai trouvé un peu bouleversé ce matin, peut-être que ça vaudrait le coup que tu en reparles avec elle. » Et Julien « Ah bon, tu crois? Franchement, j'ai vu dire les choses clairement, c'est pas du harcèlement quand même. » Et la situation se termine là. On n'en dit pas plus. On laisse autour de la table les managers. Alors, on a désigné souvent un animateur et un scribe. Hein, c'est important que la formulation des questions soit
soit noté par quelqu'un sur le tableau. Et on les laisse dérouler la méthode telle qu'on l'a présentée tout à l'heure, avec des échanges. Il y en a qui savent, il y en a qui ne savent pas, il y en a qui pensent savoir, et ça permet d'avoir voilà, des éléments très pragmatiques là-dessus. Donc, je lis hein, les objectifs induits, hein, je vous les recite parce que c'est important au regard de voir ce qu'il y a derrière. Hein. La limite entre le recadrage et le harcèlement moral, la posture managériale à adapter. Hein. Donc, tiens, en fait, mais quelle posture on doit adapter quand on est comme ça? Comment on voit des signaux faibles? Finalement, c'est des signaux faibles ou pas, ce qu'elle nous a fait, Clara, dans cette situation-là? Quel rôle peut jouer l'entourage, en l'occurrence Sandrine ici? Et donc, on va se positionner sur ces questions-là et on va aller travailler la situation. Par exemple, hein, on va aller chercher la perception du harcèlement moral par les uns et par les autres. Qu'est-ce qu'il arrive quand il y a cet effet répétition, hein, ça c'est un terme qu'on utilise dans la gestion des RPS, hein, le non-verbal, l'humour déplacé, qu'est-ce qui se passe? Le rôle des témoins, et puis la responsabilité managériale. En général, avec ce genre de situation, on va aller chercher tout ce qui concerne les aspects législatifs. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire? Au-delà des aspects moraux qui se mettent en place. Catherine nous pose une question. Est-ce que les participants à la formation sont invités à autoriser? Ah, alors ça c'est intéressant parce que, évidemment, on ne va pas pouvoir interdire l'utilisation de l'IA. Mais nécessairement avant, il y a ces échanges, ces débats, ces différents éléments. Une fois que la formulation des connaissances à acquérir a été faite, on est très libre. On est très libre. On met plein de choses à disposition. L'IA peut être une chose à mettre à disposition. Ce qui est intéressant dans ces situations-là, c'est qu'il y ait des recherches qui soient diversifiées. J'ai un exemple à vous proposer. J'avais écrit une situation de problème sur le management délégatif, en tout cas sur les bonnes pratiques de la délégation. Et puis, certains connaissaient le management situationnel, qu'on connaît tous. Mais on connaît tous des versions qui sont adaptées, transformées, différentes. Voilà, il y a eu des versions très différentes. Et donc, deux managers ont été effectivement sur l'IA. Alors, je leur avais suggéré de faire d'utiliser deux intelligences différentes, mais on avait des versions qui étaient un peu complémentaires, pas très différentes, mais complémentaires. Et donc, c'est cette accumulation de ressources différentes qui a fait les ressources. Et évidemment, là, on reprend notre casquette de formateur, on met à disposition des managers des fiches outils, du matériel qui résume, en l'occurrence dans mon exemple, comment on détermine la fiabilité d'un collaborateur en étudiant son niveau de compétence et son niveau d'implication, et comment, en fonction du niveau de fiabilité qu'on a déterminé, on met le bon accompagnement de la délégation qui est mis en place. Mais bien sûr, on peut faire ça. Alors, on voit hein, peut-être que dans la question de Catherine, il y a un biais qui est levé. Attention, on ne va pas tout passer là-dessus. Il y a une étude qui est sortie, si vous l'avez peut-être entendu, je crois que c'est hier ou avant-hier, qui démontre que plus on utilise ChatGPT, plus on devient fainéant, moins on devient intelligent. Donc, il faut rester vigilant, évidemment, là-dessus. Mais c'est une source, effectivement, comme d'autres à utiliser. Alors, juste pour conclure, et puis pour vous laisser encore quelques minutes pour répondre à ces questions, on avait commencé par une question centrale. C'est comment préparer les nouveaux managers à décider, à agir, à fédérer dans un monde incertain. Et donc, la réponse qu'on a modestement explorée repose donc sur ce double levier, la méthode pédagogique qui est relativement éprouvée des situations professionnelles, et puis l'amplification puissante qu'on peut mettre en place grâce à l'intelligence artificielle, lorsque elle est plutôt bien conçue, et puis, je le glisse quand même, utilisée de manière éthique. Donc, former les nouveaux managers aujourd'hui, ce n'est pas seulement leur transmettre des outils ou des pratiques, c'est leur permettre de construire du discernement, de développer des postures, de se confronter à des contextes plus complexes, plus ambigus, notamment avec des situations plus exigeantes et plus authentiques. Et je pense que la méthode des situations problèmes, elle aide à ça. Hein. On a des apprenants qui sont plus récepteurs, qui sont récepteurs, mais qui sont moins récepteurs et surtout plus explorateurs et actifs par rapport à la réalité. Les erreurs sont des sources d'apprentissage. La discussion, c'est une source de sens. Puis l'expérience, c'est une source d'ancrage. C'est-à-dire que si on va jusqu'au bout de la méthode, hein, une fois qu'on a
ne se contente pas d'appliquer, on réfléchit, on décide, on s'ajuste. Et dans la notion d'ajustement, on va mettre en place sur le terrain. C'est important d'avoir des étapes. Maintenant, on fonctionne déjà depuis très longtemps comme ça. Chez Risque Mobilisation, on ne fait pas de formation one-shot, on fait des parcours. Et le fait d'avoir des parcours, ça nous permet, lorsqu'on introduit de la situation problème, d'aller expérimenter sur le terrain les pistes de solutions qui ont été proposées par les managers. Et probablement que c'est ça dont ont besoin nos futurs managers, pour piloter, mobiliser et donc grandir dans ces environnements un peu mouvants. Donc, on imagine qu'on les prépare à manager en conscience, en complexité et donc à renforcer leurs compétences. Voilà une méthode active ancrée dans le réel. Et donc, je vous invite, si vous avez encore, vous avez à faire d'autres choses à expérimenter déjà. Alors peut-être qu'on peut poursuivre. Mais avant ça, on a quelques minutes encore pour des questions, si vous le souhaitez. Pour que je puisse continuer à illustrer tout ça. C'est évidemment 30 minutes, bon, 40. Ça reste court, mais je voulais vous donner un aperçu de cette méthode. J'ai une question ce matin, en fait, quelqu'un m'a interpellé, elle m'a posé deux questions. Il y en a une qui ressemble vraiment à celle qui a été posée par Catherine, c'est la différence entre la PBL et le co-développement. Seulement, parce que le co-développement, ça vient aussi du Canada, nos amis Champagne et Paillettes qui ont mis ça en place. Et les différences fondamentales, c'est un peu la réponse qu'on a formulée tout à l'heure, c'est qu'avec la situation problème, on est sur des situations qui sont beaucoup plus ouvertes et qui vont générer probablement plus d'échanges sur des compétences à mettre en œuvre. Et voilà, on est plus tourné vers les compétences que vers la résolution de problèmes. Et la deuxième question que m'a posée la même personne, qui se reconnaîtra, elle m'a demandé à quel moment j'utilisais la PBL dans la formation. Est-ce que c'était toute une journée de formation ou est-ce que c'était des petits bouts? Et la réponse, c'est on peut en mettre partout. On peut en mettre partout. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, commencer un module de formation, un parcours de formation avec de la PBL. Ça va nous permettre de générer un certain nombre de questions et donc d'identifier des problématiques à mettre en œuvre. Moi, j'aime beaucoup la mettre en œuvre entre deux modules, pour le Fézégarnic maximum. C'est-à-dire qu'à la fin du premier module, on a déterminé un certain nombre de choses et je leur dis, ça tombe bien, vous revenez dans 3 semaines, expérimentez vos pistes de solutions sur le terrain et puis vous aurez des outils complémentaires à mettre en œuvre. En général, ils n'attendent pas les outils complémentaires à mettre en œuvre, ils reviennent avec des outils préétablis. Et puis, c'est bien aussi, c'est une méthode, il faut les varier, il ne faut pas ne faire que ça. Je pense que c'est une méthode parmi toute la batterie de méthodes qu'on peut mettre en place. Mais c'est une méthode qui est particulièrement intéressante pour nous parce qu'on certifie nos formateurs avec la méthodologie, avec la certification management de la performance collective. Et quand on a les managers en situation de se mettre en œuvre, on a la capacité de mesurer leur capacité à générer comme ça des réponses à ces questions. Alors, j'ai de nouvelles questions qui sont arrivées. Alors, est-ce que on a répondu à ça? Donc, Olivier, bonjour. Est-il possible de former les managers à manager avec l'IA avec cette méthode? Alors, on va au-delà. Je pense que c'est un exemple qu'on pourra utiliser dans les formations pour manager avec l'IA. Hier, on est en train de bâtir. N'hésitez pas à revenir vers nous, Olivier, sur des formations pour manager avec l'IA. On pourrait, parce qu'on peut tout utiliser avec l'IA. Alors là, déjà, quand on est dans ces méthodes PBL, il y a plein de poupées russes, vous l'avez compris. C'est rajouter une poupée russe de plus, c'est-à-dire que la thématique de la situation de problème pourrait être un manager qui forme ses équipes avec l'IA, avec les biais, avec les pièges et puis avec les bons résultats. J'ai jamais fait, très clairement, mais je trouve que c'est une bonne suggestion à tester. Mais je pense que oui, tout à fait. Alors, j'ai une question de Catherine, la PBL, donc une approche de méthode de formation active. Oui, tout à fait, c'est vraiment de la formation dite inductive, et ça fait partie des pédagogies actives, au même titre, encore une fois, que pendant le co-développement, par exemple, ou que, alors, je préfère dire les mises en situation que les jeux de rôle, on fait une distinction, mais bien sûr, ce sont des pédagogies actives.
Si vous voulez aller plus loin de ça, hein, hormis cette formation canadienne, j'ai une forte culture et on l'a tous beaucoup chez Oasis, à l'école de Palo Alto, donc qui dit qu'en pédagogie, il faut vraiment qu'on parle des situations rencontrées par les participants et qu'on ne fait pas le moins possible du descendant. Merci Valérie pour ce message et au plaisir. On s'est donné 45 minutes, donc on est dans les temps, mais je vais laisser. Je vois qu'Olivier est en train d'écrire encore, mais voilà, si vous voulez, en tout cas, tant qu'il y a du monde qui souhaite nous interpeller, faites-le. Ok, ben merci pour vos merci. Voilà, bah simplement pour vous dire que n'hésitez pas encore une fois à partager vos expériences. Hein, vous me sollicitez, vous avez évidemment nos coordonnées et si vous voulez aller plus loin, on est disponible, on sera ravis d'échanger sur de la pédagogie avec vous. Ok, ben merci beaucoup à tous. Merci pour vos messages. Et puis donc, une prochaine fois. Merci de votre attention.